Merci beaucoup, Eric. Et sur les caractéristiques de la finance durable, oui, alors, sur les caractéristiques, il faut voir une chose, c'est que la finance, à la base, a été créée pour répondre à un certain nombre de besoins. Dans des marchés assez développés, eh bien, on devait répondre à des besoins de retraite et des besoins de complémentarité de revenus. Ensuite, ça s'est développé par rapport à des besoins de financement de croissance. Et maintenant, de plus en plus, on a sur notre table des problématiques de durabilité et des problématiques environnementales qu'on peut étendre au social et également à la gouvernance. Et cette problématique-là, elle doit, quelque part, ce sont des problématiques qui sont sur la table depuis maintenant une dizaine d'années. On doit pouvoir y répondre. Ça demande à travailler un cadre, d'évaluation des investissements et de la finance. Ça occupe beaucoup de réflexions, que ce soit académique ou au sein même des institutions financières. Pourquoi? Parce que de plus en plus, ces sujets-là sont des sujets prioritaires au niveau des sociétés, de la société globalement. Et on le voit, les problématiques environnementales vont avoir des conséquences au niveau des risques, vont avoir des conséquences au niveau des entreprises, qu'elles soient financières ou non. Et donc, en fait, on se doit de les traiter. Comme tu l'as dit, Catherine, c'est une exigence au niveau de la jeunesse, mais pas uniquement. Ça va toucher également les entreprises et les revenus des entreprises. Et la finance durable, quelque part, je dis souvent à mes interlocuteurs, en fait, dans quelques années, on ne parlera plus de finance durable. Pourquoi? Parce que la durabilité sera directement dans la finance. Et ce serait quelque chose qui sera dans la norme et qui sera courant. Donc, en fait, on en est au tout début de la finance durable. Ça va évoluer. C'est un bon moment pour sauter dans le train et pour y participer, parce qu'il y a mobilisation des capitaux. Et ce n'est que le début d'une dynamique qui est mondiale. Merci beaucoup. Je voudrais rajouter un dernier point, pardon. C'est que c'est une opportunité pour l'Afrique. Si elle a la capacité de créer un climat de confiance auprès des investisseurs. Et pour créer la confiance sur la durabilité auprès des investisseurs, je pense que l'Afrique est parfaitement en mesure de créer ses propres institutions. Comme elle l'a fait par exemple pour les agences de notation du risque de crédit, où vous avez vos agences locales, Bloomfield, Ouara et d'autres. Bon. Eh bien, par exemple, il y a une autoroute qui s'ouvre pour des agences de notation extra-financière africaines capables d'évaluer les critères qu'on appelle ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance des entreprises du continent africain. Et s'il y a cette capacité africaine d'évaluer la durabilité d'une entreprise ou la durabilité d'un projet, c'est propre à créer la confiance des investisseurs africains, mais aussi internationaux. Vous avez su le faire avec les agences de notation du risque de crédit, qui sont aujourd'hui dominantes en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas le cas aussi, par exemple, pour les agences de notation extra-financière et d'autres institutions qui accompagneront le développement durable et qui sont à peine en cours de création, par exemple, dans la zone euro. Donc l'Afrique n'est pas en retard là-dessus, mais il faut qu'elle prenne le train aussi. Merci beaucoup. Je rajoute simplement qu'il ne faut pas perdre de vue que relativement à la réputation et aux normes, il ne faut pas oublier ce qui était visé dans l'OMC et les organisations internationales. Qui impose sa norme impose sa domination. Et de ce point de vue, la norme permet aussi d'éviter des discriminations non tarifaires. Accéder aux ressources, nous avons parlé beaucoup, accéder au financement,
il est important que, effectivement, cette exigence de normes soit portée au plan continental. Et c'est le cas, justement, sur les agences de notation qui pénalisent par moment les États quand ils font des appels de fonds. C'est pour cette raison que l'Union africaine y travaille. La norme aussi, elle est fondamentale. Il y a des outils, par exemple, si on prend d'autres domaines, vous allez dans un autre pays avec vos propres outils, francophones, italiennes ou autres, vous ne pouvez pas les utiliser. Le pays a établi des normes pour la connexion quand vous allez en Afrique du Sud, des choses comme ça, c'est pareil. Et ce n'est pas innocent lorsque les États-Unis... Notre colloque est international, pourquoi? Parce qu'il donne la parole à des intervenants africains, internationaux, je parle de la Suisse, de la Grande-Bretagne, de la France. Il se prononce sur le fait que sa thématique est autant propre au Sénégal, à l'UEMOA, qu'à la CEDEAO et au continent africain en général, à l'Europe, aux États-Unis, à l'Asie. Elle touche l'ensemble des continents. Elle s'adresse à un public qui ne se limite pas à la sphère financière sénégalaise. Quelle est l'audience qui sont attendus par rapport au public visé? Nous attendons plus de 200 participants issus de la place financière au sens le plus large, les sphères financières, les sphères publiques, les banques, les institutions financières, les sociétés de gestion, les fonds d'investissement, les directions financières d'entreprise, les cabinets de conseil, les universitaires, étudiants en finance, presse économique et financière. Donc, quels sont les intervenants justement pour ces 2 jours de colloque qui sont prévus? Les intervenants sont des dignitaires de la sphère publique au Sénégal, des professeurs titulaires des universités africaines et sénégalaises. Nous avons l'honneur de recevoir dans ce colloque les intervenants suivants. Donc, pour les Africains, nous avons le gouverneur de la BCEAO, le ministre des Finances et du Budget du Sénégal, le président du conseil scientifique du colloque, ici présent le professeur Moustapha Kassem, le directeur général de l'ES, ici présent le M. Papagalo, les professeurs titulaires des universités Hassan Sek de Ziguinchor, Garçon Berger de Saint-Louis, Cheikh Anta Diop de Dakar, Ali Diop de Bambey, un ex-ministre du budget du Sénégal, le directeur du département de finances, la BRBM, les intervenants internationaux. Nous avons le professeur émérite de Sorbonne, Paris Nord, ancien de la Banque de France, des économistes chercheurs associés à RIS, Institut Jacques Delors, ancien de la Banque de France, des économistes de la London Business School, des professeurs de l'ISG et ESM, des maîtres de conférences Agro-Paris-Tech, les maîtres de conférences associés à Paris-Saclay, experts compliance, durabilité sphère financière suisse. Donc, quels sont les messages justement qui seront retenus au cours de ce colloque? Les messages sont les suivants. Il faudra d'abord bien sûr s'attendre à les présentations des intervenants et les débats qui circuleront sur les 2 jours du colloque pour tirer les conclusions globales et dégager des pistes de réflexion futures. On peut néanmoins d'ores et déjà affirmer, au vu des réunions préparatoires à ce colloque, avec les différents intervenants, que le rôle clé des banques centrales de par le monde et le sujet de la durabilité est actuellement en train de se construire sous chacun des rôles, les outils et les responsabilités. Que ce soit via les outils traditionnels ou les nouvelles fonctions, de forts développements régionaux, européens, américains et asiatiques, et ces acteurs sont en train de se structurer sous la base des publications du continent africain. En effet, les mandats des banques centrales de par le monde présentent certes un large socle commun, veiller sur la stabilité monétaire, supervision financière, soutien aux politiques des États, également les différences notables en matière de degré d'indépendance vis-à-vis des gouvernants de la zone, même si plus de 114 banques centrales dialoguent aujourd'hui entre elles à travers le réseau NGFS. En anglais, c'est un peu beaucoup plus compliqué à prononcer. D'accord, on peut passer. Elles n'ont pas nécessairement une approche identique par rapport aux nouveaux enjeux du changement climatique. Donc, pour des solutions adaptées au continent africain et co-construites par les institutions africaines, une bonne compréhension et coordination de ces évolutions sur les aspects économiques et prudentiels sont nécessaires pour définir leur impact réel de manière efficace et pragmatique
l'ADD-ISF souhaite contribuer à des réflexions par sa propre production et des partenariats avec des organismes en premier plan, afin de fournir une profondeur académique suffisante aux décideurs africains et de contribuer aussi au changement durable des modèles des acteurs de finances africaines. À l'issue du colloque, un document de synthèse justement des principales contributions et messages clés dégagés sera produit et sera accessible au public sur le site de l'ISF, et la revue justement que nous avons ici, la revue d'analyse économique et financière, que nous publions chaque année deux numéros. Apporter une contribution régionale à un phénomène mondial, contribuer à ce que la place financière de l'UEMOA soit la pointe des innovations financières, et au-delà, pour la suite, nous prévoyons de poursuivre ces réflexions, ces recherches de coordination avec les institutions nationales et internationales, de continuer à produire la profondeur académique nécessaire à une bonne compréhension et perception du sujet de la durabilité, en organisant tous les ans un séminaire pertinent sur le secteur de la finance avec nos partenaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Kwame Keita. Dr. Keita, je n'ai pas auquel l'ISF avait participé en tant qu'invité. Le thème central était celui de l'intégration des risques climatiques dans la conduite de la politique monétaire des banques centrales. Après le sommet africain sur le climat de Nairobi, début septembre, qui avait pour objectif de dégager une vision africaine commune sur le développement et sur le climat. Il y a eu récemment, ce mois d'octobre, les assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale qui viennent de se tenir à Marrakech, qui ont longtemps souligné d'une part le besoin d'évolution des modes opératoires des institutions multilatérales, tout autant sur le besoin de financement de l'Afrique, avec lien avec le changement climatique. Et avant la prochaine, justement, COP 28, qui doit se tenir à Dubaï en fin novembre 2023. Dans ce contexte, parler de l'évolution des banques centrales dans l'accompagnement des États face aux défis climatiques et de l'impact qui en découle sur l'aspect financier nous paraît un sujet d'actualité, toute première importance sur le continent africain. Donc déjà, ça n'a pas le choix sur la thématique sur l'exposition du secteur bancaire et financier aux risques climatiques, enjeux et orientations pour les banques centrales, en quoi un colloque international sur ces questions-là. L'un de nos objectifs à travers l'organisation de ce colloque est de contribuer à une vaste réflexion académique autour des enjeux et des orientations qui pourront engendrer le changement climatique, ainsi que ses conséquences sur le système bancaire et financier sous-régional. Le rôle du secteur financier étant déterminant dans le financement de la transition vers une économie de carbone, l'ISF en tant qu'institut de formation couvrant l'ensemble des branches de la finance a pour ambition d'apporter sa contribution académique aux réflexions et aux travaux des gouvernements d'Afrique de l'Ouest. Il incombe donc de la responsabilité première en matière de politique climatique, l'atténuation, l'adaptation, l'engagement vers la neutralité carbone, politique sectorielle, les taxes, les incitations fiscales. Cette rencontre de Dakar est d'ailleurs placée sous la présidence d'honneur de M. Macky Sall, président de la République, et co-présidée par les ministres des Finances et du Budget et le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Et à cet effet, nous avons sollicité les interventions des académiques, des experts du Sénégal, de l'Afrique, afin de déployer l'état des lieux africains sur les plus larges et les plus avancés à l'heure actuelle et les réponses publiques globales régionales sur la crise climatique et systémique sur la chaîne de valeur financière internationale. L'impact de la crise climatique sur la stabilité monétaire et financière de l'espace CEDEAO, etc. Nous avons également fait appel à des experts internationaux, la France, la Suisse, la Grande-Bretagne, afin de situer les propositions, les réponses et les réflexions de la sous-région et positionnement du continent africain par rapport au contexte international et aux avancées proposées en matière de normes internationales et de normes européennes de durabilité. Notre ambition est de faire de ce colloque un lieu de dialogue, d'échange de haut niveau entre académiques et experts africains d'une part et les homologues internationaux et européens
d'autre part, mais aussi avec le public attendu, qui ne se limite pas seulement au public sénégalais, et dont les participants sont de plus en plus confondus, et les décisions stratégiques et au quotidien aux évolutions normatives induites par le continent et de toutes les autres activités au développement durable. Notre colloque est international. Pourquoi? Parce qu'il donne la parole à des intervenants africains, internationaux, je parle de la Suisse, de la Grande-Bretagne, de la France. Il se prononce sur le fait que sa thématique est autant propre au Sénégal, à l'UEMOA, qu'à la CEDEAO et au continent africain en général, à l'Europe, aux États-Unis, à l'Asie. Elle touche l'ensemble des continents. Elle s'adresse à un public qui ne se limite pas à la sphère financière sénégalaise. Quelle est l'audience qui sont attendus par rapport au public visé? Nous attendons plus de 200 participants issus de la place financière au sens le plus large, les sphères financières, les sphères publiques, les banques, les institutions financières, les sociétés de gestion, les fonds d'investissement, les directions financières d'entreprise, les cabinets de conseil, les universitaires, étudiants en finance, presse économique et financière. Donc, quels sont les intervenants justement pour ces 2 jours de colloque qui sont prévus? Les intervenants sont des dignitaires de la sphère publique au Sénégal, des professeurs titulaires des universités africaines et sénégalaises. Nous avons l'honneur de recevoir dans ce colloque les intervenants suivants. Donc, pour les Africains, nous avons le gouverneur de la BCEAO, le ministre des Finances et du Budget du Sénégal, le président du conseil scientifique du colloque, ici présent le professeur Moustapha Kassem, le directeur général de l'ES, ici présent le M. Papa Ngalo,